dans votre sujet sur la stabilisation des nanoparticules. Oui. Comment stabiliser un nanoparticule par un polymère? Ben, je vous remercie pour votre question, justement. Il y a deux types de stabilisation de nanoparticules. On peut les stabiliser par polymère. Je m'excuse. Alors, donc, on peut les stabiliser par un polymère comme le PVP. C'est un polymère. Ça s'appelle la stabilisation stérique. Et il y a une stabilisation électrochimique en quelque sorte, c'est-à-dire avec des charges. Ça, c'est pas mon domaine. Donc, moi, c'est le domaine de stabilisation stérique. Donc, qu'est-ce qui se passe réellement, par exemple? Je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure, mais j'espérais que quelqu'un me pose la question, justement. Donc, par exemple, dans un processus de réduction chimique, la première phase, c'est la dissociation entre les Ag et NO3-. Ensuite, les Ag+ vont être réduits en Ag0 et à ce moment-là, ils vont être... c'est-à-dire qu'il y a justement, je ne l'ai pas dit, mais, nous, dans la préparation, on met ensemble simultanément une solution d'agent réducteur et de stabilisateur sur le précurseur, c'est déjà qui est en solution. Donc pourquoi simultanément? Justement pour avoir en même temps comment dirais-je, pour stabiliser les clusters, parce que c'est les premières nanoparticules, c'est des clusters, c'est pas des nanoparticules, c'est quelques atomes, ça les premières qui se forment. Justement le stabilisateur, il va permettre de les laisser croître, mais en même temps de les stabiliser, de ne pas les laisser... donc tout se passe simultanément, la réduction et la stabilisation, tout se passe en même temps. Donc le stabilisateur, il va agir dès les premiers instants. Donc il va aider à croître les nanoparticules de façon plus homogène, on dirait. C'est une question. Oui. J'ai pas entendu. Oui. Non, une question au fond. Voilà, oui. Voilà. Donc, d'ailleurs, on ne peut pas le voir, par exemple, sur TEM. On peut voir juste le diamètre hydrodynamique sur DLS. C'est sûrement en rapport avec ça. Oui, au fond, là. Bonjour. Merci du coup pour ta présentation. C'était super clair. Je voulais savoir, du coup, tu disais que les nanoparticules, elles ont une action antibactérienne, donc on peut les associer aux antibiotiques. Mais du coup, ma question, c'est que dans l'organisme, tu as des bactéries qui sont bonnes et d'autres qui sont mauvaises. Donc comment faire la sélection pour que les nanoparticules attaquent les mauvaises bactéries et laissent les bonnes bactéries tranquilles? Merci pour ta question, je te remercie. Donc, vous avez tout à fait raison. Il y a des bactéries bonnes et des bactéries mauvaises, justement parce que l'utilisation des antibiotiques à tort et à travers va tuer les bactéries mauvaises et va laisser quelques bactéries mauvaises qui vont encore donner ce gène de résistance et ils vont le transmettre à d'autres bactéries, etc. Donc elles vont encore être encore multirésistantes. Tout simplement, c'est très simple. Lorsqu'un patient arrive à l'hôpital, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils vont lui faire un test antibiogramme. Ils vont savoir quelle est exactement cette infection, c'est-à-dire quelle est cette souche, quelles sont ses propriétés, c'est quoi exactement, à quoi elle est résistante, quel type d'antibiotiques. Donc les nanoparticules, la particularité des nanoparticules, c'est qu'elles ont un large spectre. Elles peuvent être appliquées sur n'importe quel type de bactéries ou de virus, etc. Et c'est contrairement aux antibiotiques qui sont limités, par exemple, qui vont intervenir sur qui ont différents modes d'action. Par exemple, il y a des antibiotiques bêta-lactamase, bêta-lactam, par exemple, qui vont intervenir sur les couches, les couches de bactéries, etc. Donc pour moi, ce dont vous parlez, se fait justement au niveau de l'hôpital. On va savoir exactement. Mais en tous les cas, les nanoparticules, ils ont un large spectre, donc ils peuvent être appliqués à n'importe quelle bactérie ou micro-organisme. Une dernière petite question. Oui.
Donc vous associez les nanoparticules d'argent ici pour traitement antibactérien avec des antibiotiques, c'est ça? Oui. Mais vous utilisez après une source, oui ou non? Une source de rayonnement pour chauffer les nanoparticules? Parce que j'arrive pas à voir quel est l'effet désiré au niveau de ces nanoparticules. Pour moi, c'est les effets plasmoniques, donc il faut les chauffer par un rayonnement. Je comprends votre question, oui, très bien, très bonne question, merci. En fait, vous avez raison, mais j'en ai parlé justement ici. Les nanoparticules de métaux nobles, ils sont connus pour leurs propriétés optiques. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la deuxième propriété, c'est la diminution de la taille. Plus la taille elle est faible, et justement les études montrent ça, plus la taille elle est faible, plus elles ont un rapport surface sur volume élevé et ils vont être efficaces sur plusieurs types de bactéries et peuvent rentrer sur n'importe quelle bactérie. Donc c'est ça donc nous, c'est la propriété optique des nanomatériaux, c'est pas la plus importante sur cette activité, sur cette application. C'est la diminution de la taille et leurs différentes formes, justement, parce qu'on est en train de voir que on a différents justement résultats, pas que cela, mais sur ces résultats justement, on voit par exemple pourquoi c'est différent pourquoi les nanoparticules qui sont synthétisées avec différentes concentrations réagissent différemment. Justement, c'est en rapport avec ça peut être il y a un rapport avec la forme forcément, parce que on a vu que les distributions de taille étaient presque pareilles. Donc on se dit que c'est en rapport avec la forme. Plus la forme elle change, plus donc c'est ça. J'espère que j'ai répondu à votre question. Merci.